bienvenue dans votre émission, La Réunion les Lannes, De rayonner de Mayotte à la conduite sur la route, il n'y a pas vraiment de lien, mais on va quand même parler de la route, puisqu'on va aller dans la rubrique de Jean-Michel Boyer, sécurité routière. On est dans Décode la route. Les moteurs sont de plus en plus silencieux. Électrique. Bonsoir Jean-Michel Boyer. Bonsoir. On voit actuellement, il y a un débat sur la conduite en milieu urbain. On a eu droit à Sainte-Suzanne à cette bande pour les bus actuellement. Oui. On essaye de donner la place au transport collectif. Ça change le comportement d'automobilistes ou pas? Je pense que on appelle ça le TCSP, c'est le transport. Le transport en commun en site propre. Voilà. Ouais. Donc on partage la route avec les automobilistes. Ce qui surtout au niveau sécurité, c'est beaucoup mieux parce que le bus cohabite pas dans la même voie que les automobilistes, donc il y a moins de risques d'accrochage. Après, on a fait aussi une piste cyclable à Sainte-Suzanne, on a pris du temps quand même pour le faire, mais il faut noter qu'on l'a fait. Voilà, on travaille sur ce qu'on appelle le sentier nord du sentier nord du littoral, c'est-à-dire que soit on passe à côté au bord de la mer, soit on peut passer aussi à côté de la voie du transport en commun. Ils ont créé donc une voie donc pour les cyclistes, une piste. Une piste, parce que c'est vrai. Une piste quand c'est vraiment séparé par un interplein. Et après, il y a une voie. Là, c'est une glissière en béton qui sépare. Voilà, qui protège le cycliste du bus. D'accord. Alors, actuellement, on est en train d'enlever les glissières en fer, à mettre les glissières en béton. Les motards se plaignaient surtout que ces glissières en fer étaient de la guillotine. Ouais. Ça se voit, les résultats sont beaucoup plus... Oui, je pense que... Après, je sais pas si au vu... quand le motard il va chuter, pour l'impact, je sais pas si en béton, ça va... Mais comme il a le casque, et normalement, ça devrait pas lui créer trop de problèmes, et il risque de pas... Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Moi, oui, bien sûr. Oui. On appelle ça la sécurité passive, c'est-à-dire qui pourrait atténuer le risque d'accident. Mais je sais pas, moi, je sais pas. Le choc je pense que le choc, la glissière, oui. On peut être guillotiné par la glissière, mais en même temps, la glissière avait la possibilité d'amortir le choc, parce que c'était déformable. Maintenant, le béton, il ne va pas amortir, il va justement amplifier. En fait, on explique ça ainsi, c'est-à-dire que si vous êtes dans un tank et que le tank percute quelque chose, c'est pas le tank qui prend le choc, c'est le corps humain. Voilà. Parce que le tank, c'est un bloc de fer et que il ne se plie pas, voilà. Alors que le bloc de béton ne va pas encaisser le choc, alors que la glissière va se plier et va encaisser absorber le choc. Après, à un moment donné, on avait mis en dessous des glissières des bandes en métal qui faisaient un peu ça. Après, ce sont des motards en colère, je pense qu'ils sont manifestés, ils ont voulu changer tout ça. Après, Ils ont demandé des glissières en plastique, à un moment donné, plastique compensé. Des glissières en plastique, après, le coup, je sais pas, peut-être que... En même temps, je pense que la glissière en béton, malheureusement, va... Au bord arrondi. Oui, on va pas le faire tout le temps, mais à chaque fois qu'un motard va tomber, si c'est en plastique, on va devoir le refaire à chaque fois. Donc, peut-être il y a un coût économique, je sais pas, un coût d'entretien. C'est important quand on parle des motards, parce que c'est surtout dans les embouteillages, quand le motard, lui, il se faufile à travers les voitures. Ouais. Quand on parle de dépassement urbain, c'est important, parce que le motard, il est vraiment en position fragile. Bien sûr, parce que c'est un deux roues, donc un équilibre précaire, et il n'a pas de protection à part ce qu'il a sur lui. Par rapport à un automobiliste qui a une carrosserie qui fait office de il est protégé, il a une protection. Le motard, lui, il est exposé. Il est exposé directement au choc et à la chute. Donc Alors, on va essayer de se mettre d'abord à la place du motard. Lui, il est tranquille, il roule, il se faufile. Est-ce que c'est lui qui a raison? Il fait pas très attention parfois à ce que peut faire une voiture. Il file.
Et parfois, il y a la voiture qui ne voit pas le motard arriver, parfois qui change de fil, parfois qui... Alors, qui... La question, elle est simple. Qui est responsable? Les deux. Les deux, malheureusement, les deux. En fait, on autorise le motard de remonter la file, mais à allure lente, mais en faisant attention. Autorisé, c'est-à-dire qu'il y a un risque. En même temps, l'automobiliste, il doit... Comme on partage la route, on cohabite, on doit faire attention à tout le monde. Les deux sont responsables. C'est-à-dire, à un moment donné, l'automobiliste, il n'a pas vu, et en même temps, le motard le surpris, et le choc, après, est inévitable. Il suffit d'un rétroviseur, il suffit d'une portière, parfois, qui s'ouvre, malheureusement. Malheureusement, oui. Et parfois aussi, il y a un motard qui perd l'équilibre, qui va aller frapper la portière. Voilà. Et alors, ce dépassement urbain, aujourd'hui, est-ce que c'est encore qui va faire le premier geste, c'est-à-dire va laisser passer l'autre? Je pense, voilà, là, on retrouve un petit peu de la courtoisie, de l'intelligence. Des fois, même si on a la priorité, mais on n'est pas forcément en position de sécurité. Là, on enseigne à nos élèves, la priorité n'est pas égale à sécurité 100%. Il faut adapter. Il faut y en avoir des fois qui cèdent, qui laissent passer pour que, justement... Ça se voit sur les ronds-points, on est toujours en zone urbaine, sur les ronds-points. Le motard va aller plus vite parce que son motocycle est plus facile à lancer. Voilà. Donc la distance est moindre. La distance entre la voiture qui arrive et la moto peut être moindre. Ça lui laisse le temps de passer. C'est pas le cas pour une voiture. Ben voilà. Alors le dépassement urbain aujourd'hui, comment est-ce qu'on doit le définir? C'est dans les embouteillages? C'est quand ils sortent de la ville? Plutôt dans les embouteillages, je pense. C'est plus difficile à gérer parce que en fait, tout le monde veut passer avant tout le monde. On n'est pas franchement... Après, on ne peut pas être à cheval sur l'augmentation, faire exactement ce qu'on pourrait voir. Il faut s'adapter. Il y a des moments où il faut modifier son comportement pour laisser passer. Mais on constate qu'ici, les gens, la courtoisie, c'est pas vraiment... Non, faut aussi se mettre à la place d'un automobiliste ou d'un motard, hein, je veux dire même d'un cycliste. Si vous sortez de travailler depuis vous êtes parti ce matin à 6h chez vous, vous êtes tapé 2 heures d'embouteillage, vous avez travaillé toute la journée, le soir vous prenez encore 2 heures d'embouteillage, la courtoisie c'est une chose, mais c'est sûr que... au bout d'un moment c'est pas simple non plus, il faut comprendre ça. Mais malgré tout, c'est vrai, comme dit Jean-Michel Boyer, il faut faire les efforts parce qu'on n'a pas le choix. Tout le monde doit faire des efforts. En fait, il faut faire l'effort au bon moment, ce qui est... Je veux dire que même moi, je pense qu'il y a des moments où peut-être je ne fais pas l'effort au bon moment. Hein. On essaye de travailler là-dessus, justement, de développer tout ça. Mais il faut vraiment être conscient que là, à ce moment-là, il faut faire cet effort-là. Il faut rester... je veux dire, prudent et surtout respecter les autres. C'est surtout ce partage de la route qui est important. Quand on parle de déplacement urbain, quand on soit dans le centre-ville de Saint-Pierre, de Saint-Paul, de Saint-Denis, par exemple, ou on va prendre Saint-André ou Saint-Benoît, la question c'est toujours à quel moment il faut laisser la place à l'autre. Parce que là, c'est plus un dépassement. Là, c'est plus avoir une forme de courtoisie pour aussi penser à la situation, fluidifier la situation, permettre de dégager devant. Et en fait, voilà, autour de nous, il existe une zone de conflit, ce qu'on apprend aux élèves. Une zone de conflit, c'est que si on arrive, si les usagers sont à moins d'1 mètre, même à 1 mètre, déjà, on rentre en conflit. C'est-à-dire, là, il faut que quelqu'un cède pour passer. Le problème, comme tu disais tout à l'heure, les gens qui sortent du travail et peut-être une mauvaise journée, une journée harassante, il va rentrer chez lui parce qu'il va chercher ou doit amener ses enfants faire du sport. Il va pas prendre en compte que l'autre aussi veut passer et tout le monde va vouloir passer. Des fois s'énerver, des fois on en revient frictionner à un cette peu. question, Jean-Michel, c'est qui doit faire l'effort? On a laissé passer une voiture, on a été un peu patient, on a attendu, on a essayé de dégager. Mais nous ce qu'on enseigne, c'est quand il y a une file, admettons quelqu'un sort du parking et la circulation est vraiment ralentie, on laisse passer une voiture. Et l'autre laisse une voiture. On peut pas s'arrêter et laisser passer tout le monde, parce que ça va créer la même chose de l'autre côté. Donc on essaye de faire passer une voiture, 2 voitures pour que ça fluidifie. Mais après, ça, c'est une discipline à adopter. C'est pas évident, on va pas dire, ouais, voilà, on laisse une voiture, l'autre on ne passe pas, les gens, c'est un choix à faire, un choix judicieux, mais c'est dans cette analyse là qu'on va trouver la solution.
Et c'est jamais pareil, en fait. Alors, la vidéo, ça parle de dépassement urbain, je suppose. La vidéo, on va parler des trottinettes, des scooters électriques et des overboards, tout ce qui permet de se déplacer. Oui, sauf qu'aujourd'hui, on essaye de mettre une réglementation sur les trottinettes, sur tout ce qui est skate et autres, pour essayer de protéger aussi les utilisateurs, les usagers de ces engins. On va voir donc avec la vidéo de Jean-Michel Boyer un petit peu ce que ça dit. Si vous habitez en ville, sans doute avez-vous déjà croisé une monoroue, une trottinette électrique ou bien même ce fameux gyroskate dont on a beaucoup entendu parler ces derniers mois. Voici les avantages et les inconvénients de chacun de ces nouveaux engins. Ils sont faciles à ranger en intérieur, chez soi ou au bureau. Et on peut les prendre avec soi dans les transports en commun. Comptez une vingtaine de kilomètres d'autonomie en moyenne. Et question prix, la fourchette va de 600 à 2000 € selon les modèles. Pour la trottinette comme pour la roue, batterie et moteur sont des composants dont il ne faut négliger ni la puissance ni la qualité. Ce sont généralement eux qui font grimper le prix. Vous retrouverez sur quechoisir.org tous nos conseils pour choisir votre modèle. Une chose est sûre, la trottinette électrique est plus facile à apprivoiser. Aucun apprentissage n'est nécessaire. Une fois le guidon réglé en hauteur et la trottinette allumée, il suffit de poser le pied pour se lancer. Accélérateur et frein se trouvent sur le guidon, quelques tours de chauffe suffisent pour se sentir à l'aise. On peut facilement passer sur les pavés et encaisser les petites déformations du trottoir. En résumé, la trottinette est stable et confortable, surtout si les pneus sont gonflables et non pas pleins. Sur une monoroue électrique, le pneu est toujours gonflable. En ce qui concerne la prise en main, il vous faudra par contre un peu de volonté, de la patience et de l'équilibre pour maîtriser la bête. Une demi-heure par jour pendant une petite semaine permettent en général de se sentir à l'aise. Sachez que les petites roues sont plus sensibles et donc plus difficiles à bien maîtriser que les grandes. Côté pilotage, le système est simple. Basculer vers l'avant pour accélérer et redresser les pieds pour ralentir. Certains fabricants proposent des modèles avec non pas une, mais deux roues, pour trouver plus facilement son équilibre. Moins réactif, ils réclament par exemple plus d'espace pour faire demi-tour. Autre différence majeure avec les trottinettes électriques, sur une monoroue, la glisse est assez incroyable. En montée et en descente, on se croirait presque dans un ascenseur. Sensation et plaisir garantis, d'autant que le confort, grâce aux pneus, est optimal. On ne sent pas les grilles, on ne dérape pas sur sol humide, on finit même par descendre les petites marches et absorber tous les chocs. On ne peut pas en dire autant des overboards. Ces planches reprennent le principe de la bascule gyroscopique, mais il est difficile de se sentir en sécurité. Attaquer les obstacles avec deux roues parallèles lorsque le centre de gravité du corps est situé beaucoup plus haut, au niveau du nombril, est un non-sens physique. Conséquence, les risques de chute sont très élevés et le sentiment d'insécurité permanent. De l'aveu même de plusieurs vendeurs, ces overboards se vendent bien parce qu'ils sont à la mode. Mais on parle bien d'un jouet, pas d'un moyen de transport fiable. Notre conseil, les bannir, tout simplement. Dans tous les cas, sachez que les petits véhicules personnels électriques, comme on les appelle, ne font encore l'objet d'aucune réglementation spécifique. Vous partagez l'espace avec les piétons, respectez-les. Et même quand la voie est libre, ne roulez pas trop vite et soyez très prudents, parce qu'à 20 km/h, une chute peut faire très mal. Alors, une chose aussi que je voulais dire, c'est que surtout, prenez soin de vous arrêter lorsque vous allez utiliser votre smartphone. On le voit aujourd'hui, il y a une réglementation, on essaye de mettre une réglementation en place, c'est-à-dire comment gérer les personnes qui ont le smartphone dans la main, qui envoient des messages, qui envoient des textos et qui ne regardent pas du tout la route. Oui, en fait, on est absorbé par ce qu'on fait, c'est une addiction, hein, le téléphone. D'ailleurs, il y a une vidéo, je vais l'amener un jour, c'est tout le matin, le mec il est en train de, je crois que c'est une fille ou un garçon, en train d'envoyer un message, puis il disparaît parce qu'il y a le tram qui passe. On est pris dans cette discussion, de cet échange avec une personne au téléphone et on oublie que on est exposé. Justement, on a supprimé le téléphone au volant. Il faudra le supprimer apparemment à ceux qui marchent même à pied apparemment. Ça va être difficile, je pense. Non, si vous marchez tout le long avec vous avez votre nez dans votre téléphone, c'est sûr. Votre téléphone entre ceux qui traversent la route, ceux qui se prennent un lampadaire, ceux qui se prennent les pieds dans les abribus. Voilà. Je veux dire, ça fait quand même beaucoup et il y a quand même des gens qui se blessent avec ça, quoi. Il faut être conscient. Il faut soit on téléphone, soit on se déplace. Il faut s'approprier l'environnement.
il y a des obstacles, voilà, lampadaires, trottoirs. Il faudra penser maintenant, c'est soit marcher, soit téléphoner. Oui, les deux en même temps. Ou alors avoir des oreillettes. Ouais, ça peut être une solution. On va revenir à, justement, puisqu'on parlait de déplacement urbain, lorsqu'on a la tête baissée et qu'on est dans la foule, on percute quand même pas mal les gens, on bouscule pas mal les gens, c'est ça? Oui, parce que des fois, peut-être qu'on baisse la tête pour se protéger, mais par contre, il faut garder cette Il faut vision. quand même regarder devant soi, Voilà, c'est regarder un devant minimum. soi, parce qu'on avance, les gens, ils arrivent, on le voit quand il y a des manifestations avec beaucoup de personnes, hein, les gens, ils se frappent un peu, parce que on ne fait pas attention aux autres. Mais quel que soit le moyen de déplacement, que ce soit à pied ou votre véhicule, il faut faire attention aux autres, faire attention où on est, l'endroit où on est, il faut... La vision, c'est important, c'est ça qui nous donne les solutions. D'ailleurs, on apprend savoir conduire, c'est savoir regarder. Savoir se déplacer, c'est savoir regarder aussi. La question va être surtout de se dire aujourd'hui, la prudence en milieu urbain, c'est que ce soit avec la trottinette électrique, que ce soit avec le Segway, que ce soit ou les éléments qu'on a vus. La roue électrique, ouais, par exemple. Ouais. Entre la protection des deux roues dans les embouteillages ou en ville, c'est-à-dire que ça vient de plus en plus complexe de conduire. Et on a l'impression surtout que par rapport à il y a 30 ans, Jean-Michel Boyer, le code de la route évolue aussi. Le code de la route, oui, il est obligé de s'adapter. Les dangers se multiplient en tout cas. Plusieurs moyens de déplacement. Donc voilà, là maintenant on a des trottinettes électriques, des scooters, des overboards, etc. Donc ça fait beaucoup plus de déplacements. Et les gens ne sont pas à la même vitesse. Un piéton, il a 5 km/h. Ouais. La trottinette peut aller à 25. Donc le choc... D'ailleurs, il disait la vidéo, à 20 km/h. On peut déjà se faire mal. Hein. Percuter quelqu'un à 20 km avec trottinette... Donc c'est le code, le code de la route est en train de se modifier pour s'adapter à tout ça, parce que le panel s'élargit, donc on va mettre sûrement des décrets en place pour... On a l'impression que le danger il est plus en ville, parce qu'aujourd'hui, souvent en hors agglomération, soit on roule, ou soit on est carrément dans un embouteillage, donc le danger il est moindre, mais en ville, le danger se multiplie. En ville, oui, c'est sûr que c'est là où il y a plus d'usagers, hein, entre les transports communs, les vélos électriques, les vélos, les piétons, les trottinettes, les skateboards et tout ça. On multiplie le risque, en fait, est multiplié par autant de moyens de déplacement qu'il y a, autant d'individus. Comme on se partage en fait, il y a plus de moyens de déplacement, mais l'espace est resté le même. Donc, chaque espace... L'espace n'a pas évolué. Au contraire, ça se restreint parce qu'on met de plus en plus de monde sur la route. Donc, notre espace personnel pour se déplacer se réduit de plus en plus. Donc, beaucoup plus de vigilance et surtout de cohabitation avec les autres. En tout cas, on va s'arrêter sur ces mots pleins de sagesse. Et oui, je pense qu'il faut vraiment partager. Non, il faut vraiment partager la route. Il faut être conscient qu'on n'est pas tout seul sur la route. C'est très important. Et ça, c'est du social, déjà. Avant d'être de la réglementation du code de la route, c'est du social, partager. Si on apprend déjà tout petit à partager, après on partage la route, on a toujours quelque chose à partager. Quelque chose à partager et surtout à prendre la patience. Merci Jean-Michel Boyer, merci à vous de nous avoir suivis. En tout cas, c'est toujours un plaisir de parler de la route. Merci. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les LAN. La Réunion, les LAN. La Réunion, les LAN.